Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des déclarations assez étonnantes et des stratégies possibles dans les coulisses de l'UFC. On s'appuie sur deux articles récents du site Arts Martiaux Mixtes. Au programme, la relation qui semble avoir changé entre Israël Adesanya et Dricus du Plessis, et puis aussi la situation un peu floue autour du champion poids lourd Jon Jones. Oui, bonjour. Notre objectif, c'est vraiment de décrypter tout ça. Essayer de comprendre les dynamiques qui bougent. Est-ce que les rivalités sont vraiment finies? Ou est-ce qu'on assiste à des coups de com' bien pensés? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les mots ou les silences? Commençons par ce rapprochement assez inattendu entre Adesanya et du Plessis. On se souvient tous de leur clash verbal très tendu sur qui est le vrai champion africain. Ça avait fait un bruit énorme. Ah oui, c'était électrique. Et puis, il y a eu le combat en août 2024. Du Plessis, qui venait de prendre la ceinture, soumet Adesanya. Le choc. Un vrai choc, oui. Et c'est justement ça qui rend la suite si surprenante. Voir Adesanya changer de discours comme ça. Exactement. C'est le point clé. Sur sa chaîne YouTube, il était avec Kamaru Usman. Et là, Adesanya reconnaît DDP comme le 4e champion africain de l'UFC, après Usman, Ngannou et lui-même. Il ajoute même qu'il ouvre la voie. Franchement, venant de lui, après tout ce passif, c'est assez remarquable, non? Ah, c'est clair, c'est remarquable. Après des mois de trash talk vraiment durs, ces compliments, ça détonne complètement. Alors, comment on interprète ça, Est-ce que c'est une vraie marque de respect après le combat? Il accepte la défaite, le talent de l'autre, ou alors, est-ce qu'il y a une part de stratégie? Peut-être pour calmer le jeu avant une éventuelle trilogie. Difficile de savoir avec un personnage comme Adesanya, toujours un peu complexe à lire. Il a aussi parlé du style de Du Plessis d'une façon particulière. Il l'a appelé le meilleur boxeur de merde du monde. Bon, mais il a ajouté quand même, d'une certaine manière, il fait bien les choses. C'est presque un compliment déguisé, ça. C'est fascinant, oui. C'est à la fois une petite pique sur la forme, le style pas très académique de DDP, et en même temps, il reconnaît que c'est hyper efficace. Ça suggère qu'Adesanya, peut-être un peu à contre-cœur, il admet que dans la cage, ce qui compte, c'est le résultat. Pas forcément la beauté du geste. Du Plessis gagne, point. Même si c'est pas joli pour certains. D'ailleurs, l'article rappelle que ça bouge tout le temps. DDP contre Chimaev bientôt, Adesanya qui veut sa revanche sur Strickland, Usman qui combat à Buckley ce week-end. Rien n'est jamais acquis. Exactement. Et ce paysage qui bouge, ça nous amène au poids lourd. Là, on a une autre forme de stratégie peut-être un peu plus opaque, concernant Jon Jones. Oui, alors Jones, champion incontesté. Mais Tom Aspinall, champion intérimaire, lui, il réclame le combat d'unification depuis plus d'1 an, en fait. Depuis qu'il a gagné cette ceinture intérimaire. Voilà. Et Jones, lui, a défendu sa ceinture contre Miocic, qui était quand même sur la fin en novembre dernier. Et depuis ? Ça n'a pas bougé. Aspinall s'impatiente, et on peut le comprendre. Beaucoup disent que Jones gèle la catégorie. Lui, il répond que c'est l'UFC qui décide. C'est là qu'intervient l'analyse de Javier Mendez, le coach bien connu de l'AKK, Khabib, Makhachev. Qu'est-ce qu'il en dit? Alors Mendes, il a une lecture très business de la situation. Pour lui, si l'UFC ne bouge pas plus vite, s'il ne destitue pas Jones ou ne force pas le combat contre Aspinall, c'est du calcul marketing. Pur et simple. Ah oui. C'est-à-dire, il pense que garder Jones chanson, même s'il ne combat pas le challenger numéro 1, ça permet de construire l'attente, de faire monter la hype, pour un potentiel combat énorme contre Aspinall. Si on enlève le titre à Jones maintenant, l'UFC perdrait cette opportunité de faire un événement massif, très rentable. Pour Mendes, c'est un bon coup stratégique pour l'UFC et pour Jones aussi d'ailleurs. C'est une vision qui met vraiment le spectacle avant le sport, là. Mais c'est pas un peu risqué comme stratégie? Si Aspinall perd entre-temps, ou si Jones tarde trop, tout ce super combat pourrait tomber à l'eau. C'est tout le risque, oui. Et l'article dit bien que Jones, lui-même, il n'a pas l'air super focus sur Aspinall. Il parle plus d'un combat contre Ngannou. Exactement. Et ça souligne bien l'attention. D'un côté, la logique sportive. Aspinall a gagné sa place, il mérite sa chance. De l'autre, l'analyse de Mendes suggère que la logique économique, promotionnelle de l'UFC, elle pourrait prendre le dessus. Tant pis si ça frustre les combattants ou une partie des fans. Le cas de Jones devient un peu emblématique de ça en fait. Un champion géré comme un actif marketing avant d'être un compétiteur qui doit défendre son titre. Donc, pour résumer un peu, on a deux situations qui montrent bien comment ça fonctionne à l'UFC en ce moment. D'un côté, cette réconciliation compliquée d'Adesanya avec du Plessis,
Un mélange de respect peut-être, mais aussi de calcul. Possiblement. Et de l'autre, cette hypothèse forte avancée par Mendes, le statut de John Jones, ce serait plus une affaire de marketing pour préparer l'avenir qu'une gestion sportive immédiate des poids lourds. C'est ça. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond finalement. Où est-ce qu'on met le curseur à l'UFC entre l'impératif de vendre des combats, de raconter des histoires et la pure légitimité sportive? Jusqu'où le storytelling, le potentiel commercial peuvent influencer les ceintures, le destin des combattants? Même quand la hiérarchie semble claire dans l'octogone. Une bonne question pour réfléchir, ça reste ouvert.